Merci d'être resté avec nous. L'an dernier, en France, 42% des 18-64 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, ce qui en fait la substance illicite la plus consommée. Presque un quart de ces usagers présentent un risque élevé de dépendance parce que le cannabis, c'est bien une drogue du fait des perturbations physiques et mentales qu'il entraîne. Pourtant, il peut être utile aussi pour soulager certaines maladies. Cette consommation thérapeutique est interdite en France, mais est autorisée dans de nombreux pays. À partir de quand sombre-t-on dans la dépendance? Comment s'en sortir? Est-ce que le cannabis peut vraiment être utilisé sur un plan thérapeutique sans générer de dépendance? Et si oui, dans ce cas-là, pourquoi son usage n'est-il toujours pas autorisé? Pour répondre à toutes vos questions, deux spécialistes, le professeur Amine Benyamina, bonjour. Bonjour. Psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris. Et Jean-Pierre Coutron, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, président de la Fédération Addiction et auteur de ce livre « Adolescents et cannabis, que faire ?» qui est paru chez Dunou. Alors Florent nous demande si le cannabis provoque une dépendance physique. Alors évidemment, c'est une question qui a longtemps été présentée. Je vais répondre oui si on se met sur les éléments du sevrage, en gros, qui sont très discrets. Ce sont des éléments de sevrage qui sont discrets chez les gros consommateurs pour avoir quelques signes. Il peut entraîner des dépendances physiques, évidemment. Mais ce n'est pas là le plus important. Parce qu'on confond la dépendance physique avec l'addiction en général. On peut être dépendant physique après un traitement aux corticoïdes. On peut être dépendant physique après avoir pris des painkillers, c'est-à-dire des antidouleurs. Pour autant, on n'est pas addict. Donc, il y a des concepts comme ça confus. Et derrière cette question, c'est ce que j'entends. Je fume souvent du cannabis avant de faire l'amour à mon homme, car ça me relaxe. Est-ce dangereux? Demande Romain. Ce qui est amusant là-dedans, c'est on voit bien, c'est l'effet subjectif du produit qu'on va chercher. C'est-à-dire que c'est un produit, on va demander au produit de détendre, on va demander au produit de faciliter l'acte sexuel. Alors là-dessus, d'abord, il y a des mythologies absolument extraordinaires. Chaque produit, selon les ans, on pourrait dire la même chose avec l'alcool. Il y a ceux qui vont témoigner que ça favorise, ceux qui vont témoigner que ça, au contraire, ça gêne la performance. Le truc qui est intéressant, je dirais, ce qui est dangereux, si une fois on a envie d'associer son plaisir sexuel à des plaisirs pharmacologiques, après tout, pourquoi pas. Ce qui devient dangereux, c'est quand on rentre dans l'habitude. C'est-à-dire que si on ne peut plus avoir une relation sexuelle que en ayant consommé, eh ben on est sur une autre forme de dépendance qui n'est pas la dépendance biologique, mais qui est cette espèce de fait que on ne sait plus faire au naturel. Et c'est là qu'il faut commencer à s'interroger. Là, on parle du cannabis, mais il semblerait qu'il y ait une tendance à justement l'utilisation de drogues, pas que le cannabis, pour les relations sexuelles chez les jeunes. Tout à fait. Il y a les chemsex, évidemment, on sait de quoi il s'agit. Mais les jeunes actuellement ont tendance à utiliser des produits alors qu'ils n'ont pas besoin de ça, si je puis me permettre. Et puis, ça fait bien, ça détend. Et puis, ça permet aussi de se repérer et de se reconnaître dans un milieu particulier. C'est vrai, c'est une réalité. Alors, le risque, ce n'est pas de se retrouver à être dépendant. Le risque, c'est de commencer à travers une activité plaisante à répéter les choses. Et c'est à ce moment-là que ça devient un élément de vulnérabilité psycho-comportementale que biologique, comme disait Jean-Pierre. À partir de quand est-on considéré comme dépendant au cannabis? Eh bien, la définition évidemment, la dépendance, encore une fois, c'est un concept qui est un concept biologique. Ce qui est important à connaître, c'est cette notion de craving, c'est-à-dire cette envie irrépressible de consommer et de répéter la consommation, qui est un concept particulier, à la fois psychologique, biologique. C'est là qui pose problème. La dépendance, c'est lorsque les symptômes s'installent, lorsque l'envie devient irrépressible, lorsqu'on est un peu obsédé par l'envie de reconsommer, de recommencer. L'addiction, c'est autre chose. C'est le remaniement de son espace personnel, individuel, environnemental. Et on est sur autre chose. On pourrait dire chez l'adolescent notamment, mais là chez l'adolescent, que il y a quelque chose qu'on ne sait pas si on doit nommer dépendance, craving, mais qui est encore une fois, je ne sais plus faire quelque chose qu'en prenant un produit. Et un jeune qui ne saura plus discuter avec ses parents que s'il a fumé, qui ne saura plus aller à l'école que s'il a... Voilà, le risque, c'est petit à petit d'utiliser ce produit à la place de ce qu'on doit faire à l'adolescence, c'est-à-dire développer un certain nombre de compétences éducatives. Et là, il y a un jeu de passe-passe qui peut être dangereux et qui n'est pas propre au cannabis, qui est propre à toutes les substances que l'on peut prendre. Vous disiez effectivement... alors, on le voit de façon un peu plus exemplaire avec la sexualité, mais on le voit dans plein d'activités de la vie quotidienne et c'est important de dire ça notamment aux familles. Jenny dit qu'il est avéré que le cannabis est bien moins addictif que le tabac ou l'alcool. Pourquoi ne pas légaliser et réglementer son usage?
On attaque alors donc la question. Je pense que pour ce qui est de l'adolescence, des jeunes adultes, il y a une réalité qu'il faut avoir en tête. La précocité du contact avec le cannabis pose des questions concernant le pronostic psychiatrique et psychique, pose des questions concernant le pronostic scolaire, pose des questions concernant un certain nombre d'éléments qui sont que le cannabis est de moins en moins consommé seul et que de plus en plus il fait partie d'un cocktail. C'est ça la question. C'est le risque immédiat et ce n'est pas le fait de devenir plus tard. Et la précocité du contact, on le sait très bien, joue un rôle perturbateur dans la maturation cérébrale et dans un certain nombre d'éléments qui sont associés. Et puis le mot cannabis ne veut rien dire en vérité. Quel cannabis? Quel titrage? Quel type de cannabis consommer? Dans quel milieu? Donc à quel moment on le consomme et dans quel cadre on le consomme? Si on exclut ces facteurs qui finalement n'ont rien à voir avec le produit lui-même, on peut dire que why not? Vous voulez dire par là, fumer du cannabis de temps en temps avec des copains ou en fumer en permanence tout seul n'a rien à voir. Évidemment, et puis ça renseigne sur le profil, ça renseigne sur la typologie des consommateurs. Un jeune qui a 13-14 ans consomme du cannabis seul, qui est en rupture avec l'école et son entourage, on a intérêt à le faire voir par un psy, très vite. Je ne dis pas qu'il est psychotique, mais on a intérêt à le faire voir. Est-ce que le milieu professionnel, enfin comme vous, les psychologues, les psychiatres, tous ceux qui s'occupent du cannabis en France, est-ce qu'il y a un consensus pour dire qu'il ne faut pas légaliser la vente de cannabis? Je dirais qu'il y a plutôt un consensus pour dire qu'il faut sens. réguler la vente de cannabis. Et moi, le taxi qui m'a amené ici, il vit à Saint-Ouen et il me décrivait effectivement ce qu'on connaît, qui est un nouveau marché d'entrée dans le cannabis à Saint-Ouen. Aujourd'hui, le système de pénalisation n'a absolument pas diminué le nombre de contacts avec le cannabis. La prohibition a échoué à empêcher la banalisation de ce produit. Donc on peut toujours dire qu'on mettra plus de fonctionnaires de police là-dessus, qu'on sera encore plus efficace là-dessus. Je crois que toute personne qui regarde ce dossier sérieusement n'y croit pas. À l'inverse, on peut se dire qu'une meilleure régulation, c'est-à-dire faire passer par des canaux un peu plus faciles à surveiller une partie de ce qui serait vendu, il y aura toujours du marché noir. Il ne faut pas rêver d'un système parfait à 100%. Quand même. Mais voilà. Et là, après, la vraie question, elle est, aura-t-on une autorité suffisamment forte pour garder la main sur le robinet pour que ce soit de l'eau tiède qui coule et pas de l'eau chaude ou de l'eau froide? Actuellement, on a d'un côté un marché parallèle qui surpropose le produit et de l'autre côté, avec l'alcool ou avec le tabac, une industrie avec des lobbies qui sont surpuissants et qui survendent. Le meilleur système, c'est un système intermédiaire, c'est un système de régulation. Ce serait intéressant on vient de faire un grand colloque, nous, au Havre, ville du Premier ministre, sur ce sujet de la régulation. La grosse majorité des professionnels qui étaient dans la salle étaient pour. Voilà. Après, là où on n'a pas la réponse à votre question, c'est quel serait le mode de régulation et quelle serait l'autorité suffisamment forte pour dire il ne faut pas faire des bénéfices sur le cannabis. Parce que quand on parle de légalisation, en tout cas peut-être dans le grand public, les gens pensent qu'il va y avoir des vendeurs à la sauvette, qu'il y aura des magasins. Aujourd'hui, ça existe. Et est-ce qu'une régulation permettrait de faire plus de campagnes d'information et de prévention? Alors, je vais répondre sur les deux. Ce qui est important à dire, c'est que nous sommes tous d'accord, vous parlez de consensus, pour dire que la consommation du cannabis chez les jeunes, c'est pas bon. On est d'accord là-dessus. Quels sont les moyens pour éviter cela? On a jusqu'à présent utilisé un moyen qui a montré ses limites, pour ne pas dire qui a été contre-productif, c'est la prohibition. Parce que la France est championne en Europe de la consommation. Alors, entre les deux, il y a moyen de faire des choses. Le cadre légal dans lequel on fonctionne, c'est la loi de 70. Moi, je dis, évidemment, il parle de régulation, Jean-Pierre Coutran, moi je dis qu'il faut changer le cadre légal pour mieux protéger. Ça demande un petit travail qui est contre-intuitif. Peut-être en changeant le cadre légal, qui est un cadre hyper prohibitionniste en France, on peut peut-être se concentrer sur une population qui est vulnérable, que sont les jeunes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va y mettre. Mais c'est ça qui est important. Et souvent, lorsque c'est des gens comme nous qui travaillons au quotidien avec les jeunes, on dit, moi je pense que la loi 70 n'est pas bonne. Ils disent, vous êtes irresponsable, vous les recevez en consultation et vous êtes pour la légalisation ou pour la dépénalisation. Ce sont deux termes que je vais retirer de ma bouche depuis un petit moment. Parce que ce sont des termes qui fixent un tout petit peu les pour et les contre et on est sur autre chose. On est sur la meilleure façon de protéger n'est pas forcément celle dans laquelle on est depuis 1970, ce n'étaient pas les mêmes jeunes. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le trafic aussi organisé, il n'y avait pas une offre aussi industrielle qu'elle ne l'est maintenant. On offre nos jeunes dans un cadre qui est un cadre finalement illégal, avec une organisation qui est structurée comme étant une industrie légale.
C'est ça la problématique. Je crois qu'on a du mal à expliquer à l'opinion publique quelque chose qui est assez simple. Sur les addictions, il faut arriver à avancer sur 3 domaines en même temps. Réduire l'accessibilité du produit, et ça, la prohibition actuellement a échoué. Donc, on n'a rien à craindre à chercher autrement. Renforcer les compétences des personnes. Or, en France, nous n'avons jamais été capables, depuis 40 ans, de faire de vrais programmes de prévention, en soutien aux familles et en soutien aux adolescents. Et le 3e point, c'est rapprocher les portes d'entrée pour ceux qui en ont besoin, anticiper l'aide thérapeutique ou les aides thérapeutiques, quelles qu'elles soient. Ces 3 domaines seraient beaucoup mieux faits dans une politique de régulation qu'ils ne peuvent être faits dans une politique de prohibition qui a en plus, on a 40 ans d'échecs, donc si on évaluait la politique publique, on dirait on change. Pourquoi le Sativex n'est-il pas autorisé en France? Nous demande Luc. On va d'abord regarder un reportage et on en parle juste après. Il y a très peu de médicaments en France à base de cannabis disponibles et de manière très contrôlée. Certaines personnes vont donc se fournir à l'étranger, dans des pays où il est légal. Marie Guyot, Claude Pavelec ont recueilli le témoignage d'Émilie. J'ai commencé à fumer du cannabis vers 19 ans. De temps en temps, c'était pas régulier du tout. À l'époque, j'ai juste constaté que ça me faisait du bien, que ça me détendait. À 53 ans, Émilie continue à consommer du cannabis, mais sous forme liquide et dans un but thérapeutique. En dépression chronique depuis plusieurs années, elle a longtemps pris des antidépresseurs et des anxiolytiques, jusqu'à ne plus pouvoir supporter leurs effets secondaires. Le problème des médicaments est que j'arrivais pas à avoir une vie normale, tout simplement, comme pour vaquer à des occupations toutes simples, quotidiennes, parce que j'étais trop fatigué dans mon corps et dans ma tête. Une sorte de voile dans mon cerveau. Elle cherche des solutions et sur Internet trouve des informations sur le cannabis médical. Et pour moi, ça a été miraculeux, car je me suis endormi normalement, réveillé en pleine forme, la tête claire, avec une envie de vivre tout à fait différente. Et donc j'ai supprimé anxiolytiques, baissé l'antidépresseur, enlevé un autre antidépresseur qui me servait pour les maux de tête de tension. Donc depuis que j'ai arrêté tout ça, c'est le jour et la nuit. Pour se procurer ces produits, Émilie doit se rendre dans certains pays où leur vente est autorisée. Une démarche aussi risquée qu'onéreuse. Actuellement, je suis endetté. Par mois, ça me coûte 350 minimum. En produits, je ne parle pas en avion. Et en logement, et en visite chez le médecin. Donc là, je vais sortir ma carte californienne que j'ai eue en visitant un médecin à San Francisco. C'est la carte qui permet d'acheter des produits et d'avoir l'aval du médecin pour voir si c'est vraiment médical ou non. Donc cette carte est valable un an en Californie. En Espagne, j'ai dû adhérer à une association. À chaque fois, c'est très réglementé. Il faut voir un médecin et obtenir les autorisations pour acheter les produits. Quant au risque de dépendance au cannabis médical, Émilie n'y croit pas. J'ai arrêté il y a quelques jours parce que j'avais plus de produits, mais j'ai pas senti de manque particulier. Alors qu'avec les médicaments, je ne peux pas. C'est impossible d'enlever un anxiolytique, alors quand vous en prenez 5 fois par jour, vous en oubliez une moitié, c'est la fin. Vous ne pouvez plus rien faire, c'est l'angoisse invalidante avec des malaises. Consciente des risques qu'elle encourt, Émilie semble avoir fait son choix. Je ne pense pas commettre un crime, je ne fais que chercher à me soigner. Je sais que je risque 1 an de prison et je ne sais plus combien d'amendes, mais c'est quoi le choix? Attendre de mourir comme ça? Non. Pour parler franchement, où j'arrête de vivre, où je prends ça et je vis. Alors, évidemment, on vous rappelle qu'avant d'arrêter un traitement médicamenteux, on consulte son médecin avant. Dont Luc demande pourquoi ce Sativex n'est pas autorisé en France. Il est autorisé, le Sativex, il a une autorisation de mise sur le marché, le problème c'est le prix. Ouais. Ensuite, c'est des histoires de laboratoire et les négociations avec les autorités compétentes. Mais derrière ça, comme je ne vais pas m'en sortir avec une réponse aussi simple, il y a probablement la contamination de la perception du cannabis en France et du cannabis thérapeutique. Ce sont 2 choses totalement différentes. C'est qu'on a beaucoup de drogues qui soignent et beaucoup de médicaments qui intoxiquent. Et on n'arrive pas à le comprendre. Je prends toujours cet exemple pour essayer d'expliquer pourquoi moi je fais partie de ceux qui souhaitent que le cannabis thérapeutique, évidemment, ait sa chance et soit, puisqu'on est entouré de pays qui l'autorisent sauf nous.
Si on avait réfléchi de la même manière pour les opiacés, on n'aurait aucun antalgique. Et d'autres médicaments qui en même temps sont des drogues, d'ailleurs en anglais c'est drug, ce sont des produits qui peuvent avoir un effet de dépendance, peuvent avoir des effets d'accoutumance qui en même temps ont des effets thérapeutiques. On a tout le fantasme autour du cannabis qui vient polluer le cannabis thérapeutique qui est autrement et autre chose. Il prendra un chemin différent, celui des études, tout simplement celui de l'enregistrement d'un médicament pour lequel il y a une négociation sur un prix. Ça a été arrêté au prix et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se fournir à l'extérieur de la France alors qu'ils peuvent en bénéficier dans un encadrement et une indication très précise. Est-ce que le cannabis peut traiter la dépression ou au contraire est-il un facteur aggravant? Moi, je laisserai Amine compléter là-dessus parce que je suis pas médecin. Ce qui m'intéresse de rappeler sur le cannabis thérapeutique, c'est que le jour où on l'aura légalisé, on retirera de ces problèmes de police et d'interpellation une part importante. Lisez les journaux. Vous voyez, Madame Machin, Monsieur Machin s'est lancé dans l'autoproduction. Voilà. Alors derrière la question, est-ce que ça peut traiter, il y aura à répondre au débat de l'indication. J'ai connu un certain nombre de jeunes qui allaient en Californie parce qu'ils avaient intégré une bonne école de commerce, ils allaient faire leur stage. Et à l'époque, en Californie, le cannabis thérapeutique, c'était freewheeling. Et donc, un certain nombre de ces gamins revenaient parce qu'ils avaient eu un peu mal aux têtes. On leur avait dit, mais si tu veux, tu vas. Ils se faisaient prescrire du cannabis en plus. Et comme ils n'avaient pas l'habitude de le consommer en quantité aussi forte, ils avaient des dégâts. Ça, c'est dommage, parce que ça nuit à l'intérêt du cannabis thérapeutique et ça nuit à l'idée d'une régulation du cannabis non thérapeutique. C'est cette espèce de zone de confusion qu'il faut éviter. On sait réguler les médicaments, donc utilisons-le avec une indication et des règles et réfléchissons encore une fois à ce qui peut être une régulation raisonnable du cannabis non thérapeutique. Ouais. Le modèle américain est difficilement exportable parce que longtemps ils ont utilisé le cannabis thérapeutique pour des sortes de prescriptions de complaisance pour du festif. Et ce qui fait que c'est dommage parce qu'en même temps il y a toute une machinerie industrielle derrière aux États-Unis, il y a de l'argent derrière. Et donc ce qui fait que quelque part on a du mal à utiliser leur expérience ou leur exemple pour pouvoir justifier la nécessité de la libérer. La Californie, qui doit être le prochain grand État américain à légaliser et à réguler le cannabis, et c'est quand même vu la puissance économique et le nombre d'habitants de la Californie, ce sera un vrai test de ce qu'on peut faire ou pas. Après le Canada. Dépression. Alors la dépression, oui, merci pour la question. Il y a des vulnérabilités thymiques de l'humeur qui fait que certaines consommations de cannabis peuvent entraîner des phénomènes dépressifs. C'est très juste. Mais ce n'est pas ce qui est le plus souvent retrouvé dans la consommation du cannabis. Est-ce que ça peut être un antidépresseur? Un antidépresseur, pas du tout. Un anxiolytique, oui. Un anxiolytique, oui. Même plutôt sédatif. Ouais. Il est sédatif plus qu'anxiolytique. Il y a une différence subtile. La sédation, c'est on écrase tout. L'anxiolyse, c'est on retire l'anxiété. Et parfois, il peut être même anxiogène. Après l'effet de sédation, il peut réveiller un peu d'anxiété. Mais tout ça, c'est lié au profil. Paranoïaque et tout. Absolument. Enfin, les attaques de panique, c'est les profils. Hein. J'ai entendu dire que le cannabis pouvait déclencher la schizophrénie. Est-ce vrai? On avait une question aussi sur l'accident vasculaire cérébral chez les jeunes. Alors, pour ce qui est de la schizophrénie, on a actuellement un vrai consensus dans les études. Il y a 5 facteurs de vulnérabilité associés au cannabis qui peuvent faciliter la transition, mais qui peuvent faciliter la transition. Je l'ai dit. Non, je le dis parce que ça demande la pédagogie. Et merci de nous donner du temps pour le faire. La précocité de la consommation. Consommer avant 15 ans, c'est pas bon. Avoir un père ou une mère schizophrène ou bipolaire grave de type 1, c'est pas bon. La qualité du cannabis, le titrage et les endocannabinoïdes, c'est-à-dire lorsque vous avez un déséquilibre entre ce qu'on appelle le cannabidiol pour faire court et le THC, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Le tétrahydrocannabinol. Le tétrahydrocannabinol qui, depuis maintenant 50 ans, a été identifié comme celui qui a un effet psychotrope. Comment on sait quand on consomme? On le sait. On le sait parce que lorsque vous achetez le cannabis maintenant, de plus en plus, on vous donne ce qu'on appelle le ratio cannabinol-THC. On le sait de plus en plus. Et puis on a l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, qui régulièrement analyse. Et on sait qu'en France, on a un ratio qui est particulier. Ce sont des éléments extrêmement importants qui font qu'on arrête de dire cannabis comme une espèce d'épouvantail ou pas cannabis. Vous aviez dit 5, vous en avez donné 3. Vous en avez donné 3. Les deux autres, ce sont des éléments qui sont très secondaires, c'est-à-dire c'est un peu de génétique, mais on ne va pas faire un karyotype, et un peu de génétique et puis l'association avec d'autres drogues. C'est pour ça que je l'ai. Mais c'est les 3 les plus importants. Et pour l'accident vasculaire cérébral? Alors, dans quel sens? Thérapeutique ou non? Non, et tu vois que le cannabis augmente le risque d'accident vasculaire cérébral chez les jeunes.
Pas plus que le MDMA, pas plus que les autres produits. Ce qui est utile à dire, c'est que les jeunes parfois attribuent un effet au cannabis alors qu'ils consomment des cocktails. On l'oublie souvent. Ils prennent de la cocaïne avec de l'alcool, avec de la MDMA. Ils consomment de tout. La cocaïne, j'aime pas ce mot, mais c'est démocratisé, hélas. Et parfois, ils ont le sentiment de consommer un produit, une drogue, une monoconsommation, alors qu'on leur fait un cocktail qu'ils consomment et qu'on leur vend. Est-ce qu'il y a un intérêt du cannabis thérapeutique du coup pour les douleurs neuropathiques? Est-ce qu'il a été testé pour ces douleurs? Testé, oui. Il y a des modèles animaux, il y a des petits effectifs. Le problème du cannabis thérapeutique en France, c'est qu'on l'a testé très peu. Il y a le dossier d'enregistrement qui a été fait par des neurologues en France pour le Sativex. Il y a quelques éléments. Il y a beaucoup d'études en animal. Par contre, c'est absolument explosif ailleurs que en France. Évidemment, il y a les neuropathies. Pratiquement toutes les sphères ont été explorées. Il y a le syndrome métabolique. Et je vais vous étonner, on l'a étudié dans des petits effectifs sur la schizophrénie, sur les troubles psychotiques, notamment l'école de Cologne, ce qu'on appelle l'école de Lévesque, qui a montré des effets extrêmement intéressants d'un cannabinoïde sur la schizophrénie. Donc, je pars du principe que c'est dommage de se priver d'un essai bien organisé, alors qu'on étouffe. Vous savez que en matière de développement des médicaments dans les psychotropes, en psychiatrie, on arrive à 27 antidépresseurs, toujours les mêmes. On a 2-3 antipsychotiques. Tout le reste, on est encore loin. On est vraiment très très loin. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Jean-Pierre Coutron, Adolescents et cannabis, que faire? C'est paru chez Duno. Et demain, dans Le Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les champignons. C'est la saison on reste dans les drogues. De la cueillette. Et... Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Et on verra comment faire des cueillettes sans danger. Et puis aussi des recettes pour comment les consommer. Et puis je vous rappelle que sur allodocteur.fr, vous pouvez suivre toute l'actualité santé toute la journée, 7 jours sur 7. Elle est décryptée par nos équipes d'allodocteur.fr pour tout savoir de ce qui se passe dans le domaine de la santé. Merci de votre fidélité et à demain. À demain, bon après-midi.